Bonsoir, je suis Raymond et bienvenue à Autrement Politique, la nouvelle émission diffusée sur PDCI TV, une émission inclusive, ouverte. Nous aurons 4 thématiques. La première, la grande rencontre du président Thiam à la place Figayou. Ensuite, nous verrons la révision de la liste électorale 2025 et la condamnation des 2 cas du PPACI. Et enfin, le silence assourdissant du gouvernement face aux dérives du ministre Seredo. Autrement Politique, nouvel espace d'échange, de débat, d'analyse, émission conçue pour vous, pour nous, pour tous. Bienvenue chez vous. Pour ce premier numéro de Autrement Politique, j'ai avec moi 2 personnalités du PDCI RDA, l'honorable Kwasi Brédumi Soumaïla, bonsoir. Bonsoir. Honorable, secrétaire exécutif en chef, adjoint chargé de la communication et du porte-parole du PDCI. C'est ça. Bonsoir, docteur V.I. Bernard. Bonsoir. Secrétaire vice-président, secrétaire exécutif en chef adjoint du PDCI RDA en charge de la vie du parti et des structures. L'animation, la vie du parti. L'animation et la vie du parti. Bonsoir, merci. Alors, comme premier thème, nous avons la rencontre que le président Tidjane Thiam a eue à Yopougon, à la place Figayou, samedi dernier. Quel mot vous vient à l'esprit? Un seul mot par rapport à cette rencontre? D'abord, le succès. Le succès se mesure par rapport aux objectifs qu'on assigne à une activité politique. Une activité de ce genre a 2 objectifs. Le premier, c'est la mobilisation. Vous été là, ou du moins vous avez suivi. Vous pensez qu'il y a eu beaucoup de monde? Le dire, c'est peu dire. Je pense que il y a eu foule. Il y a eu foule. Un succès éclatant en atteignant ces objectifs. Le deuxième objectif, c'est le message qu'on vient écouter de la part du président du parti. Et à ce niveau aussi, il y a eu le succès parce que je voulais me permettre de le décliner en peut-être 2 ou 3 points. Oui. Le premier, c'est que le président s'est adressé à ses militants. En ces termes, c'est que face aux obstacles, il faut la détermination. Et ensuite, il faut de l'efficacité dans l'action. Ça, c'est une directive importante en cette année électorale qu'il a donnée aux militants, à ses militants. Ensuite, il a décliné un peu sa vision, qui est celle du PDCI-RDA, la vision qu'il projette pour les élections. C'est laquelle, la vision? C'est d'abord le service. Parce qu'il a dit une phrase qui n'a pas été bien comprise par les militants. Il a dit, notre objectif, ce n'est pas la reconquête du pouvoir, mais c'est le bonheur des Ivoiriens. Ça résume tout. Ça veut dire. C'est une phrase un peu bateau. Oui, non, c'est pas une phrase bateau, c'est une vision. Vous savez, une vision, elle se décline en des mots simples. Quand il a dit, ça veut dire que le PDCI et lui ne recherchent pas le pouvoir pour la luxure. C'est pas pour venir se servir, mais c'est pour venir se mettre au service des Ivoiriens et de ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. C'est pour cela qu'il dit que la reconquête du pouvoir, ce n'est pas notre objectif, mais c'est le moyen qu'on veut utiliser pour pouvoir nous mettre au service des Ivoiriens. Alors, se mettre au service des Ivoiriens, il a résumé en des termes simples. Il a dit qu'il faut d'abord la justice sociale, l'équité, la solidarité avec les plus faibles. Et ça, il le faut dans la paix. Et ça, c'est les idéaux du PDCI-RDA. Et il termine en disant qu'il faut mettre l'homme, l'être humain, au centre de toute politique. Ça veut dire quoi, mettre l'homme? Parce que ça, c'est... Je vous dis, laissez-moi finir. Vous savez, si le PDCI à 79 ans aujourd'hui est dans le cœur des Ivoiriens, ça veut dire que toute la politique que le PDCI conçoit et qu'il applique, c'est d'abord pour le bonheur des Ivoiriens. Quand le PDCI dit, le président Bédier l'a dit, le président Tidjane le dit aujourd'hui, il faut le progrès pour tous et le bonheur pour chacun. C'est ça. Le PDCI a commencé en prenant en compte en son temps, à sa création, vraiment le bonheur des planteurs, qui étaient confrontés à une différence de prix négatif à leur niveau, au niveau du prix d'achat des produits agricoles, surtout le café en son temps, où on payait à 3 fois plus aux colons que ceux qu'ils appelaient en son temps les indigènes. Après cela, quand on a fait la cession à l'indépendance
politique, le PDCI a mis les Ivoiriens au cœur de leur développement. Il ne s'agit pas de faire des constructions pharaoniques si cela ne touche pas le quotidien des Ivoiriens. Et c'est ça la force du PDCI. Et c'est ce que le président a réitéré. L'équité. C'est-à-dire on fait un progrès pour tout le monde. La justice sociale. Et puis enfin, la paix. Et tout cela, le président l'a vraiment dit. Et ensuite, il a terminé par quelque chose de très important, qui semble être passé peut-être inaperçu. C'est le dialogue politique que le président demande. Vous savez, dans certains pays, c'est le parti au pouvoir, ou du moins les gouvernants, qui tendent la main à l'opposition pour venir s'asseoir. Et l'opposition boycotte souvent ce dialogue. Mais ici, c'est les leaders de l'opposition, avec le président du PDCI-RDA, qui demandent à ce que, pour évacuer toutes les questions qui fâchent, qu'on s'asseye en amont pour pouvoir dialoguer, et dans le dialogue qui est vraiment l'âme du PDCI que le président Oufouette a utilisé, que le président Bédi a utilisé en parlant par exemple de démocratie apaisée. Et c'est ce que le président Tidjane Thiam recommande aujourd'hui. Voilà tout l'ensemble du discours. Et quand vous voyez la mobilisation, que vous voyez tous ces pans du discours du président, nous disons que cela a été un succès franc et le président appelle à un changement. Pas de changement parce que les Ivoiriens vivent mal aujourd'hui. Et le PDCI-RDA avec son président propose mieux. Nous ne sommes pas des vendeurs d'illusions. Le passé de chacun milite en sa faveur. Je crois que le président l'a dit, c'est un homme d'action. Et je pense que c'est ce que le PDCI propose. Et nous sommes fiers de cette journée de samedi. Alors, honorable Boudoumi. Oui, merci. Je pense qu'au-delà de la rencontre avec les militants, ce sont les membres de la société civile, de tous les Ivoiriens, qui se retrouvent aux idéaux du PDCI et à la vision du président. La société civile, ça veut dire quoi? Parce que... Ça veut dire tous ceux qui ne sont pas inscrits dans un parti politique, qui sont des étudiants, qui sont des travailleurs, qui sont des chômeurs, qui disent, moi je n'ai pas un parti politique, mais l'attitude, la vision, ce que veut faire M. Tidjane Thiam avec le PDCI-RDA, je m'y retrouve. Et le président a parlé des chômeurs, du problème du chômage des jeunes, de la pauvreté, de l'inégalité, des actions actuelles liées au tribalisme, à la xénophobie, et que nous bannissons cela. Donc c'est ça qui a caractérisé cette rencontre, qui a été menée par son conseiller spécial chargé des organisations non gouvernementales de la société civile. Et cela a commencé d'abord par deux symboliques. La première symbolique, c'est nous commençons cette réunion, cette rencontre, pas en tant que militants uniquement du PDCI-RDA. Tous ceux qui ne sont pas militants, qui veulent s'exprimer, viennent. C'est pourquoi on a commencé par l'hymne national. Si tu n'es pas du PDCI-RDA, tu n'es pas censé connaître l'hymne national. L'hymne du PDCI-RDA. Donc, ça c'est un. De deux, vous ne devez pas faire des flyers PDCI-RDA parce que vous n'êtes pas encore adhérent. Et tous, mais ce qui caractérise tous les Ivoiriens, quels qu'ils soient, c'est le drapeau orange, blanc, vert. Et c'est ce qui a été fait. Donc je pense que ça. Et le président a dit, le PDCI-RDA est un parti de paix, un parti du cœur. Donc tous ceux qui sont pour la paix, ils peuvent être au MGC, ils peuvent être au PACI, ils peuvent être partout. Ceux-là sont des militants de cœur avec le PDCI-RDA. Vous considérez qu'il y a eu vraiment une union entre le président Thiam et toute la population société civile? Mais, monsieur, mon cher frère Veil le dit souvent. On mesure l'adhésion des idées par rapport à des actes. Il faisait chaud, le soleil brillait. Mais en aucun moment, on a vu les gens prendre les chairs ou partir. Parce qu'ils avaient comme une sorte de connexion avec le président. Ils attendaient un peu de nourriture. Mais justement, on n'a jamais donné au meeting PDCI du pain avec du beurre ou bien chose. On ne donne pas ça. Et vous l'avez constaté,
Après la cérémonie, le président est parti tranquillement. Il n'y a pas eu de casse, il n'y a rien. Ça exprime encore la reconnaissance et la satisfaction. Donc c'est ça. Dans certains grands meetings, à la fin, avant même que le chef ne vienne parler, les chaises s'est vide. Mais on ne l'a pas constaté. C'est un indicateur d'adhésion et de support. Donc je vous conclue sur ce premier thème que c'est un satisfecit de votre part, que vous pensez que la rencontre s'est bien passée et qu'il y a eu vraiment un pacte entre le président Thiam et la société civile. Mais oui, je pense que c'est ça. Et c'est en même temps un défi. Les gens continuent chaque fois d'adhérer de plus en plus. Il faut que nous continuions sur cette dynamique pour que plus d'Ivoiriens, en dehors d'Abidjan et sur toute l'étendue du territoire, commencent à adhérer au PDCI-RDA, aux idéaux du PDCI de paix, d'équité, de partage de la richesse que le président Thiam prône. Et il ne prône pas ça ex nihilo. Chaque fois, il termine par le progrès pour tous, le bonheur pour chacun. On a bien compris, honorable, merci. J'aimerais qu'on aborde avec vous, si vous permettez, un deuxième sujet, la RLE, qui est l'un des acronymes les plus tendances actuellement en Côte d'Ivoire, révision de liste électorale 2025. Alors, avant d'aborder, vous savez, il y a beaucoup de brouhaha, on entend beaucoup de bruit, de choses, on ne comprend pas. Première chose, que dit la loi? La loi ivoirienne, d'abord, la révision de la liste électorale, cela veut dire que ce sont ceux-là qui vont aboutir à une liste définitive et ceux-là qui vont constituer l'échantillon pour choisir les leaders. La liste électorale est l'échantillon, je dis bien l'échantillon, qui va choisir les leaders, que ce soit au présidentiel, ou législatif, ou au communal. Pour ce faire, il faut qu'on puisse établir cette liste. Et pour y figurer, il faut être ivoirien, il faut avoir ses pièces, et il faut aller se faire enrôler. Une fois que vous êtes enrôlé, vous sortez sur une liste définitive, et au moment venu, vous pouvez le faire. Bon, la loi ivoirienne dit que la commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire doit réviser cette liste chaque année. C'est fait? Non, il y a 2 ans, ils ne l'ont pas fait. Et des années, ils ont fait, mais ils ont justifié cela pour dire que quand ils lancent la révision, il y a un manque d'engouement. Et qu'ils ont trouvé autour de 200 000, 300 000. Mais à partir du moment où c'était une imposition de la loi, 200 000 ou 300 000 électeurs peuvent faire une grande différence entre 2 candidats. Donc, je ne vois pas pourquoi. Ils ont aussi émis l'idée de manque de moyens. Moi, j'ai la chance d'être à l'Assemblée nationale, membre de la Commission des affaires économiques et financières. Chaque année, nous votons un budget pour cela qui est dédié à la révision de la liste électorale. Donc, ça a été fait cette année? Ça a été fait et c'est de 27,558 milliards de francs CFA pour 2025. Donc, il y a un problème de fond. Ils ont dit aussi, on ne le fait pas chaque année, mais qu'à l'année électorale, il y a des problèmes de calendrier qui font qu'en octobre, on ne peut pas le faire. Mais en 2015, la révision a été faite en juin, juillet. En 2020, ça a été pareil, à 3 mois. Donc, chaque fois qu'ils avancent un prétexte, nous battons ce prétexte en brèche par rapport à leur propre passé. Oui, mais... Maintenant, attendez, que j'explique. Maintenant, cette révision de la liste électorale qui est imposée par la loi, pourquoi le président Thiam, dès sa prise de pouvoir, a exigé? Voyez-vous, vous êtes dans un échantillonnage. Si l'échantillon n'est pas représentatif, vous n'êtes pas... quand vous êtes choisi, vous n'avez pas la légitimité. Vous pouvez avoir la légalité, la loi dit, mais les gens ne se retrouvent pas en vous. Et le président a donné des exemples précis. Au Ghana, ils sont 32 millions, ils ont 17 millions sur la liste électorale, ça fait à peu près 54%. Au Nigeria, 225 millions, ils ont 94 millions d'inscrits, ça fait à peu près 42%. Au Bénin, on a à peu près 13 millions, ils sont à 5 millions et quelques, ça fait 41%. Au Sénégal, ils sont à 28%. Ils sont à 38%. C'est la seule Côte d'Ivoire qui fait 27%, très loin. Donc, il faut creuser pour le faire. Et vous avez vu qu'à la dernière révision qui s'est faite en novembre-décembre, il y a eu 1 500 000 qui sont allés aux... Ce à quoi je voulais en venir, la CEI dit qu'ils ont fait une révision électorale jusqu'en novembre, si je ne me trompe pas, 2024.
qu'il faut au moins 3 mois pour traiter, qu'on a fait des remarques, il y a plein d'erreurs. Il faut au moins 3 mois pour traiter. Il faut des réclamations et il faut le retour et il faut diffuser la liste électorale définitive. Ils disent donc que matériellement, ce n'est pas possible pour eux de finir toutes ces étapes et de pouvoir faire une révision avant 2025. Merci. Ce n'est pas l'argumentaire qui a été donné au départ. Vous savez, chaque fois que nous donnons des raisons qui contredisent ou qui les confondent par rapport à un argument, ils trouvent un autre argument. La CEI a fait son calendrier. Le calendrier, initialement, est limité dans le temps. Oui. C'est eux-mêmes qui ont étendu le calendrier jusqu'au mois de juin. C'est donnant le temps. Et dans ce temps qui est le calendrier, ils auraient pu introduire déjà la révision de la liste électorale. D'ailleurs, je profite pour dire que j'ai entendu sur certaines antennes, la SEI dit que c'est ensemble avec les partis politiques qu'ils ont établi ce calendrier. Le PDCI-RDA n'a jamais été associé. Ah oui, oui. Le PDCI-RDA n'a pas été associé. Je suis quand même à l'Assemblée. On a les responsables qui sont là-bas. N'a pas été associé. On a publié et on a informé. Être associé, c'est différent. Donc, nous pensons que nous avons fait des suggestions pour dire en 2025, il doit y avoir une révision de la liste électorale. Elle peut être soit en tant que révision, en tant que ou un prolongement même de la révision de 2024. C'est pour ça que je demande, est-ce que c'est possible? C'est très possible, puisque nous avons jusqu'au mois de septembre, août pour pouvoir finaliser la liste. Donc, la CEI dit, mon calendrier m'amène jusqu'au mois de juin. Mais ce calendrier-là, dans aucun règlement, on ne leur dit que vous devez finir au mois de juin. Ils peuvent finir au mois de mars et puis le faire. Le PDCI-RDA a demandé qu'il y ait une révision. Et tout le dispositif y est. Les moyens y sont. Le temps y est. Donc je ne vois pas pourquoi on devrait le faire. Et puis on a prévu un budget pour cela. D'ailleurs, je profite entre parenthèses pour dire, chaque année c'est prévu, mais en aucun moment, on a vu que quand ce n'est pas fait, on vient nous remettre ça dans les caisses. C'est vrai qu'on a vu qu'en 2021, ça a été prévu 14 milliards, si je ne me trompe. 14,9 milliards. Et que c'était marqué exécuté. Alors qu'il n'y a pas eu de révision à ce que je sache. Ah oui, mais ça fait partie de ce qu'on appelle la mauvaise gouvernance. Je m'excuse. Vous savez que nous avons relevé des écarts entre ce que le ministère des Finances a prévu donner au ministère et ce que les ministères ont reçu. Il y a eu près de 104 milliards de différences. Nous l'avons relevé. Donc, voilà, ce n'est pas le sujet. Donc, s'ils sont habitués à ces gens de non-justification des finances publiques, ça, ce n'est pas là le problème. Au moment des campagnes électorales, nous ressortirons cela. Donc, pour vous, l'argument qui dit que ce n'est pas matériellement possible, faisable, ce n'est pas vrai. C'est faisable. Comment une élection? Alors, donc, l'élection de 2025 n'est pas matériellement possible alors? Puisque la loi prévoit qu'il faut faire une révision en 2025. Et vous dites que vous ne pouvez pas le faire. Donc, pourquoi ils ne disent pas qu'en 25 octobre 2020, ce n'est pas faisable? Qu'ils nous le disent. Non, ils parlaient plutôt de parce qu'ils en ont fait une à la fin 2020. Oui, mais la loi prévoit que chaque année, il faut le faire. Ils ne sont jamais revenus à l'Assemblée pour dire la loi qu'on a votée là, prise par ordonnance là, ce n'est pas matériellement possible, il faut qu'on change. Ils n'ont jamais dit ça. Donc, ça a eux de s'en tenir à la loi. La loi s'applique à ceux. S'ils ne sont pas capables, ils rendent leur démission. D'ailleurs, on va arriver à cela. Voilà. Ok, on peut le voir. Alors, je vais aller vers le Dr Veilly Bernard parce que ce que je retiens, c'est qu'effectivement, il y a dans certains pays d'Afrique, il y a un échantillonnage et plus il y a de personnes inscrites, il s'avère que les élections se passent mieux. Là, actuellement, en Côte d'Ivoire, l'échantillonnage n'est pas assez. Il n'y a pas assez de monde qui sont inscrits. Mais la CEI dit non. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Quelle est votre marge de manœuvre? Oui, mais avant d'arriver sur ce que nous pouvons faire, il faut d'abord les prendre à leur propre mot et à leur propre jeu. Quand ils disent qu'ils ne font pas la révision électorale, la liste électorale chaque année, parce qu'il n'y a pas d'engouement, mais le calcul est simple. On a 5 ans entre deux grandes élections. Si on a même, selon leur propre estimation, 200 000 nouveaux électeurs sur la liste chaque année, en 5 ans, ça fait au moins 1 million. Oui, 1 million. 1 million. Mais 1 million et... 1 million. Ça fait une grande différence. C'est quoi le corps électoral actuellement? Non, le corps électoral est 8 millions. 8 millions, ok. Donc 1 million. Ça en fait 9 millions. Mais il faut revenir aux résultats des élections passées. Oui. Alors, quand un président de la présidentielle, quand un président de la République a été élu avec 2 millions ou 1 million, mais si chaque année il y a au moins 1 million, c'est un gain en plus. Alors, en plus de cela, ils disent que techniquement, ils n'ont pas le temps de faire.
C'est le président de la CEI. Chaque fois qu'on pose un problème, par exemple sur la composition déséquilibrée de la CEI elle-même, il dit c'est la loi qui l'impose. Donc tant que la loi n'a pas changé, on est obligé de l'appliquer. C'est la loi qui impose que chaque année, on fasse une révision de la liste électorale. C'est à eux maintenant de s'organiser de telle sorte que chaque année, ils obéissent à ce que la loi exige. Ce n'est pas aux partis politiques de dire, bon, on n'a pas le temps pratique. Non, vous n'avez pas le temps pratique d'appliquer la loi. Alors, ça veut dire que en amont, on crée des problèmes qui vont déboucher in fine à l'irrégularité, à l'illégitimité de l'élection. Parce que quand on parle d'inclusivité, ce n'est pas forcément uniquement pour les candidats, mais c'est pour tous les Ivoiriens, tous ceux qui sont en âge de voter et qui le souhaitent. Il faut qu'on les inclue, on fasse en sorte qu'ils soient inclus sur la liste électorale. Donc ne le faisant pas, on se met déjà hors la loi. Parce que j'ai écouté une représentante de la CEI sur une chaîne la dernière fois. Elle dit qu'en prévision de la majorité des jeunes, de nouveaux électeurs, ceux qui devaient avoir l'âge de 18 ans en février, ils les ont prévus. Mais pourquoi il faut une faveur pour ceux-là? Et les majeurs qui ont tous les papiers maintenant, on ne veut pas qu'ils viennent sur la liste électorale. Parce que le problème, c'est quoi? On connaît le niveau, quand bien même ils disent que le bilan, tout le monde d'Ivoirien vit dans le paradis, mais on connaît le niveau de pauvreté en Côte d'Ivoire. Pourquoi c'est pendant la période de révision de la liste électorale, il y a beaucoup d'engouement? Il y a beaucoup d'engouement parce qu'en ce moment-là, toutes les pièces à établir sont faites gratuitement. Donc, ce qu'il faut pour donner assez de chances à beaucoup d'Ivoiriens, c'est qu'en amont, on détermine par exemple une période, ça peut être de 1 mois ou 2 mois, où on met en application la gratuité de ces pièces-là, et tous les Ivoiriens font leurs pièces, et en aval, on dit maintenant on a peut-être 1 mois ou 2 mois pour qu'on vienne s'inscrire véritablement sur la liste électorale. Ça n'a pas été fait. Ce qui a été fait, c'est quoi? C'est qu'on a fait concomitamment l'établissement des listes électorales, et des pièces et l'inscription sur la liste électorale. De telle sorte que on a perdu un temps, et l'engouement faisant, beaucoup ont eu leur papier à la fin, au-delà même à la fin de la liste. C'est ceux-là aujourd'hui qu'on veut en priorité mettre sur la liste. Je comprends. Mais je pense que ce n'est pas du fait des Ivoiriens ni des partis politiques que matériellement, techniquement, ils ne soient pas disponibles. La loi leur impose ça. C'est pour cela qu'ils sont... S'ils ne peuvent pas le faire, alors là, qui démissionne. Et donc je reviens à ma question, que vous n'avez pas répondu. La pression. Non, je n'ai pas fini. Okay. Alors, ce que je vais dire, in fine, comme je l'ai dit la dernière fois, chaque parti politique utilise les leviers qui découlent de ses idéologies. L'idéologie du PDCI-RDA, c'est le dialogue, c'est la diplomatie, c'est la paix, c'est l'approche pacifique des démarches. Qu'est-ce que nous faisons? Nos députés, et je parle sous le contrôle de l'honorable, nos députés, en association avec leurs collègues de PPACI, ont produit une déclaration pour expliquer pourquoi il faut absolument qu'on fasse cette LRE. Et ils ont entrepris des démarches pour aller vers les missions diplomatiques pour faire porter vraiment ce message-là qui doit être pris en compte, qui fait partie d'un des éléments qui vont garantir le caractère apaisé et pacifique et inclusif de l'élection. C'est ce que nous faisons. Nous allons continuer, le PDCI va continuer dans cette voie, qui est la voie du dialogue, la voie vraiment de la négociation. C'est ce que nous connaissons et c'est ce que nous... Dans un timing resserré, puisque le temps avance. Ah oui, mais écoutez, vous savez, ce n'est pas l'opposition, ce n'est pas le PDCI qui a intérêt à ce qu'il n'y ait pas des incidents. C'est ce qui détient le pouvoir. Comme celui qui est chef de famille, c'est lui qui doit veiller à ce qu'il y ait une cohésion, l'entente et l'union au sein de la famille. Nous, ce que nous faisons, nous leur donnons les éléments, les voies qu'il faut pour qu'on arrive à ces résultats. Ok, merci. Alors, j'aimerais aborder avec l'honorable Brinoumi, puisqu'il a parlé en plus de la déclaration que vous avez faite avec le PPACI. Justement, la semaine dernière, il y a eu une condamnation distincte de 2 cadres du PPACI, Koa Justin et Damana Picasse, par le tribunal de première instance d'Abidjan. Alors, je pense qu'ils ont eu 10 ans d'ailleurs, 2 fois 10 ans. Et qu'est-ce que cela évoque chez vous, le fait qu'il y a des chiffres qui reviennent souvent dans la justice, 10 ans, 20 ans, 20 ans, 20 ans?
Ouais, mais ils sont deux, ils ont partagé les 20 ans. Donc chacun a eu 10 ans. Maintenant, pour être plus sérieux, je pense que, voyez-vous, quand M. Veilly Bernard développe et que je parle, le PDCI est un parti de paix. Voyez-vous, on est dans une situation très critique, fébrile, où tous les Ivoiriens retiennent leur souffle. Il appartient au pouvoir de ne pas créer d'autres conditions. Je crois qu'il faut aller à la paix. On a reproché au PDCI-RDA, rappelez-vous, en 1999, qu'au discours du président Bédi à l'Assemblée nationale en décembre, on n'a pas libéré les politiciens qui étaient à la MACA. Certains ont dit que c'est ça qui a fait qu'on n'a pas le fait. Donc nous tirons les leçons du passé. Pendant qu'on va aux élections où la tension est tendue, je pense que le pouvoir devait plutôt apaiser et faire en sorte qu'il n'y ait pas de mécontents. Ça, c'est de un. Du point de vue même des procédures. Voyez-vous, on peut accuser les gens de tout. Dans ce pays-là, on a vu des mouvements en 2017, des mouvements qui ont même mis à mal les choses. On n'a pas vu des problèmes. D'ailleurs, le pouvoir nous a promis que quand il serait au pouvoir, le RDR, ils allaient faire des enquêtes sur le coup d'État. De 99. Ils ne l'ont pas fait. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, on peut vous accuser de tout, mais l'environnement n'est pas propice à créer encore d'autres conditions de tension. Ça, c'est de un. De deux, on prend toujours les opposants. C'est ça qui est le problème. On a comme l'impression que c'est toujours les opposants. Au PDCI-RDA, au cours d'une intervention, notre militant Ange Dagaré, pour une prononciation, on l'a convoqué à la justice. Mais il y a des gens qui sont déplacés pour aller à l'église, à la cathédrale, pour avoir des propos difficiles à accepter. Mais on ne les a même pas interpellés. Voyez-vous? Donc, on a même des gens qui ont dit des propos, autre chose que ça, on en reviendra, qui n'ont pas été interpellés. Nous pensons qu'au PDCI-RDA, nous condamnons cette pression, cette oppression, ces suppositions pour museler l'opposition. Et nous pensons que pour le PPACI, ça arrive au PPACI, mais ça peut arriver au PDCI-RDA, ça peut arriver au MGC. Donc pour nous, la solution, ce n'est pas une solution judiciaire pour contrarier tous les opposants, mais il faut plutôt apaiser. Et nous pensons que c'est une justice un peu faite pour ceux qui ont le pouvoir. Si, donc on comprend avec vous que vous pensez que la justice n'est pas normale. Non, le pouvoir ne fait condamner que ceux qui sont dans l'opposition. Pour terminer sur ce point, comme l'a dit La Fontaine, selon que vous soyez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. C'est ce que nous vivons. Merci, honorable. Docteur Veilly, vous avez sûrement un point sur la condamnation? Ah oui, en plus de ce que l'honorable a dit, l'impression qui se dégage de cette conduite du gouvernement, surtout de la justice, vis-à-vis des militants de l'opposition, c'est l'impression qu'il y a une justice à deux niveaux. Il a si bien dit. Il y a l'impression qu'on utilise la justice comme une chicotte pour museler, pour essayer de chicoter ceux qui ne réfléchissent pas, qui n'ont pas la même position que ceux qui sont au pouvoir. Et cela est dommage. Nous ne sommes pas en train de nous prononcer, de critiquer la décision de justice. La loi interdit cela. Mais c'est le processus qui fait ça. Comme il a dit, c'est comme si dans la Côte d'Ivoire, il y a des gens qui sont des saints gens, qui ont le sein blanc, qui peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Et il y a d'autres qui n'ont même pas le droit de pouvoir ouvrir les yeux, leur opinion sur ce que. C'est ce que nous déplorons. Parce que on a vu ici des gens qui sont allés verser du sang devant la résidence du président Bédié. Okay. On a vu des gens, des élus de la nation, qui ont prononcé des propos acerbes contre la présidente de l'UFPDCI, Lansita Coulibaly. Et pour ne citer que ces exemples-là, ça n'a ému personne. Il n'y a pas eu de conséquences en justice. Il n'y a pas eu de conséquences. Okay. Rien du tout. Alors, nous disons que s'ils sont convaincus que le bilan, d'après eux, est soi-disant inattaquable, qu'ils ont la majorité politique, sociologique, parce qu'ils ont gagné les élections régionales, ils ont la majorité. Ils ont la majorité des maires. Ils ont les sénateurs qu'ils en ont élus, et qui, en plus de leur bilan inattaquable. Mais pourquoi on cherche
à museler ceux qui ne pensent pas comme eux. Je veux terminer. Comme les Ivoiriens, on aime beaucoup le sport. Vous imaginez le Real de Madrid avec toutes ses vedettes qui vient jouer contre Isia Wazi. Mais, et puis, tout le staff demande à ce que on suspende l'avant-centre de Issa Wazi, qu'on fasse sortir le défenseur central. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos dirigeants qui disent qu'ils ne voient pas comment l'opposition peut gagner les élections parce qu'ils ont tous les atouts, ils ont un bilan inattaquable, ils ont les élus partout. S'ils ils font ça, c'est qu'eux-mêmes, ils ne croient pas à ce qu'ils confessent. C'est qu'ils sont conscients, dans leur subconscient, ils savent que la réalité est autre que ce qu'ils disent. Sinon, ça ne se comprend pas qu'on puisse museler, empêcher, parce que si on condamne, comme ça a été fait, des leaders d'opinion, les responsables de partis politiques, ils sont condamnés à 10 ans, à 20 ans, déchus de tous leurs droits civiques. Okay. Ça veut dire que c'est un empêchement, et je pense que cela n'est pas fait pour garantir vraiment la légitimité et je dirais l'inclusivité. Parce que si on est mal élu, ça entraîne le problème, même au mieux des cas, dans l'exercice même du pouvoir. J'aborde donc la dernière question, le dernier thème. On a constaté le silence du gouvernement face aux propos désobligeants du ministre Seredo Célestin, ce ministre délégué auprès du ministre des Transports chargé des Affaires maritimes et aussi président RHDP du Conseil régional du Guémon. Que pensez-vous de ces... Vous savez, ça se situe dans la suite logique de ce qu'on vient de dire. Ce qui s'est passé dans une république est inadmissible. Et je pense qu'en toute âme et conscience, avec du recul, l'intéressé lui-même devait démissionner. On ne démissionne pas en Afrique. Ah oui, mais justement, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, si dans une république, normalement, l'intéressé lui-même devait démissionner. Vu la gravité des propos qu'il a annoncés, vu le rang que lui-même il occupe, politiquement, ne serait-ce qu'au niveau de l'appareil, je ne parle même pas de son élection régionale, mais politiquement, un ministre de la République, c'est indécent, c'est immoral de pouvoir tenir un tel discours qui est de nature à créer même la scission, qui est la division au sein du peuple ivoirien. Et c'est inadmissible aussi que le gouvernement, une dizaine de jours après, soit resté silencieux. Je pense que le procureur de la République lui-même doit s'auto-saisir de cela. Pour que de tels propos, vous savez, je l'ai dit, moi c'est ma conviction, que les mêmes causes produisent les mêmes effets. La Côte d'Ivoire a connu des crises électorales qui nous ont amenés même à la rébellion. Le fondement de tout ça, c'est cette histoire de cristalliser le débat politique sur la nationalité. Et je peux l'appeler le frère, parce que je suis de l'Ouest. Le frère qui a tenu ce discours, je ne pense pas qu'il ne soit pas conscient de l'horreur que l'Ouest a connue. Et que ce que nos parents et nous-mêmes, nous continuons de vivre dans notre chair, dans notre âme, aujourd'hui. Et qu'en tant qu'élu, il aille encore remuer le couteau dans cette plaie. Et je pense que RHDP, dont il fait partie, est mal placé, mal indiqué pour tenir ce discours. Parce que c'est eux qui se sont sentis victimes d'un tel discours en Côte d'Ivoire. Si l'histoire a fait qu'ils ont surmonté tout cela, qu'ils ont les leviers du pouvoir aujourd'hui, ils doivent enseigner le comportement, l'attitude contraire et non nous ramener encore dans cette situation. Nous sommes de l'Ouest, comme lui, et là où il a parlé, lui-même, il est président d'une région où des villages ont disparu, où il y a eu des fosses communes. Je parle avec émotion parce que nous avons des parents qui, jusqu'à aujourd'hui, ne sont même pas encore rentrés en Côte d'Ivoire. D'autres même qui ont disparu. Je vous donne un exemple. J'avais un cousin qui était prêtre à l'église catholique de Guiglo. Pendant la rébellion, il partait à Bleu-le-Quin chercher son collègue qui était là-bas. Il a disparu jusqu'à aujourd'hui. On n'a même pas eu, depuis l'élection, on n'a même pas eu de nouvelles de lui pour pouvoir ne serait-ce que organiser des obsèques pour lui. Alors on ne peut pas, ayant vécu tout ça, on ne peut pas venir tenir. Et je pense que le RHDP lui-même devait se désolidariser d'un discours pareil.
Mais c'est étonnant, c'est écœurant que jusqu'à présent, nous n'ayons même pas eu un simple écho de leur part de remettre en cause cela. Et je dis, pour terminer, on ne peut pas se proclamer d'être fouettiste et puis tenir ce discours qui de surcroît et aller indexer au fouet lui-même dans ce discours de ce monsieur. C'est indécent. Ou bien on se dit au fouettiste, ou bien on n'aime pas au fouettiste. Merci beaucoup, merci pour ce témoignage. Nous arrivons donc allègrement à la fin de cette émission. Donc, honorable Guilumi, quel est votre mot de fin? Merci. Je pense que moi, je vais rappeler l'importance de la révision de la liste électorale et montrer pourquoi le pouvoir ne veut en fait pas faire cette révision. Voyez-vous, il y a au cœur de la liste électorale 2 millions de personnes inscrites qui constituent une corrosion de cette liste. Et l'image que je donne souvent, c'est un morceau de sucre dans une tasse de café. Que vous mettez de l'eau ou de la tasse, quand vous mettez un morceau de sucre que vous testez, il y a un goût sucré. Mais si vous mettez le même morceau dans 1,5 litre d'eau, vous n'allez plus sentir. Et justement, c'est l'élargissement de la base de la liste électorale qui fera que ce corps corrompu sera dilué. Et donc, ceux qui arrivent, qui sont les vrais électeurs, ne vont faire en sorte qu'il n'y ait pas d'effet sur ce corps corrompu. C'est ce qui effraie le pouvoir et qui ne veut pas refaire la liste électorale pour 2025. Et nous ferons tout pour qu'elle soit faite si véritablement le pouvoir veut aboutir à la paix dans ce pays. Merci, honorable. Dr. Denis, votre dernier mot. Bon, pour terminer, je voudrais vous féliciter et féliciter l'équipe qui a mis en place cette émission, qui pourra vraiment donner l'occasion à tout Ivoirien, de quelque bord qu'il soit, de venir vraiment exprimer ses convictions et aider la classe politique dans son ensemble à pouvoir, pour une fois, offrir à la Côte d'Ivoire une élection avec 0 mort. Je voulais vraiment vous dire merci. Et pour l'émission présente, dire que lancer un appel à nos gouvernants, qu'il n'est dans l'intérêt de personne de pouvoir créer des tensions. Nous, partis politiques, soit de l'opposition, du pouvoir, nous voulons gouverner les Ivoiriens. Nous voulons faire le bonheur des gens qui sont vivants et non des morts qui sont dans les cimetières. Donc, ils comprennent vraiment l'engagement, la demande insistante de l'opposition d'un dialogue politique comme étant vraiment une condition sine qua non pour trouver une mesure commune pour offrir la paix, la paix, la paix et la sécurité aux Ivoiriens et à tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Voilà ce que je voulais. Merci, honorable Brinoumi. Merci, Dr. Veilly. Merci à tous de nous avoir suivis dans Autrement Politique, une nouvelle émission politique diffusée sur PDCI TV. Émission qui est ouverte à tous et pour nous permettre de favoriser les échanges et de faire la politique autrement. Merci.